Bonjour, je m'appelle Alain Garrigou, je suis professeur émérite de sciences politiques à l'Université de Nanterre et j'occupe une retraite débutante par le journalisme écrit et quelquefois des vidéos. Alors c'est quoi, c'est qui l'opinion publique, Alain Garrigou? Alors, c'est un peu le remplaçant de Dieu dans l'affaire politique, c'est-à-dire que, pensons au millénaire précédent, qui était plus invoqué que Dieu? Personne. Qui avait rencontré Dieu? Personne. Alors si vous voulez, l'opinion publique, c'est à peu près ça. Tous les jours, on parle d'opinion publique pense veut, etc. Mais personne n'a jamais rencontré, même pas les sondeurs, parce que si on prétend que l'opinion publique, ce sont quelques internautes qui cachetonnent pour quelques euros pour dire quel est leur avis, ou gagner des cafetières, enfin des prix de ce genre, et nous expliquer que ce qui se passe dans le monde dépend de ce genre de choses. Bon, bah alors, de toute façon, à cet égard, c'est une farce. À quoi ça sert et à qui ça sert un sondage? Non, à quoi ça sert et qui sert les sondages? Alors, à qui servent les sondages? bah, ça montre bien qu'on a besoin d'une sorte de transcendance dans les régimes démocratiques, et faute de Dieu, il faut inventer l'opinion publique. Ça apparaît au XIXe siècle, on parle de l'esprit public aussi. Cela dit, ça peut se manifester d'autres manières, donc par le vote, par la manif, bon. Mais ce n'est pas un principe agissant, ça n'agit que lorsqu'on y croit. Hein. Si on n'y croit pas, l'opinion publique ne vient jamais contraindre. Bon. Donc, quant aux sondages qui sont intervenus, donc, on le sait, à partir de l'application de techniques sociologiques, des sciences sociales qui étaient mises en place dès le XIXe siècle, mais qui arrivent avec une invention qui est celle de la représentativité, ce qui n'était pas le cas dans les enquêtes sociologiques qui se fichaient, c'était pas de la représentativité, c'était pas un objectif, ça. Et à partir du moment où M. Gallup, le docteur Gallup, comme il aime bien qu'on l'appelle, trouve cette clé de la représentativité, on peut dire que, eh bien, il n'y a pas besoin de goûter toute la soupière pour savoir si c'est trop salé ou pas, il suffit d'une cuillère. Bon. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit bien mélangé, ce qui n'est pas évident, et il faut que... c'est pas la même chose de goûter une soupe et de faire des bonnes questions, et puis il peut arriver qu'on en ait marre de la soupe, qu'on va y passer à autre chose. Voilà ce qui faisait que, par exemple, les sondés refusaient de plus en plus de parler au téléphone et qu'il a fallu recourir aux sondages en ligne qui sont disons, scientifiquement, on ne peut pas les utiliser. Mais on les utilise politiquement. Pourquoi? Parce que ça sert aux politiques, aux journalistes. Enlever à un certain nombre de journalistes politiques l'expression opinion publique, c'est-à-dire, vous savez, comme ces jeux où on ne doit pas prononcer tel mot. Et ben, vous allez voir les grands trous et surtout l'argumentation qui va s'effondrer. Justement, j'allais vous demander quelle lecture il faut avoir ou quelle prudence faut-il avoir quand on entend un journaliste, un homme politique ou une femme politique commencer sa phrase par « les Français pensent que ». Bon, d'abord, il faut se demander si c'est pas lui qui pense ce que... Et donc, si lui le pense, les Français pensent que... Bon, c'est un principe, si vous voulez, de légitimation. C'est-à-dire, si les Français le pensent, j'ai le droit de le dire, et ça a du poids. Voilà, les Français pensent que... Alors, d'où ça vient? Très souvent, ça vient d'une impression. C'est-à-dire que c'est comme un tic de langage, vous voyez, c'est quand même mieux que je pense que. En fait, on devrait dire je pense que. Alors il arrive, il y a quelque chose qui s'est développé, c'est-à-dire on nous explique l'opinion publique avant la publication du sondage de temps en temps, ce qui quand même. Et personne tique. C'est-à-dire que vraiment, on est en pleine fiction. Bon, c'est un monde qui fonctionne aux croyances. Bon. Alors, le problème, c'est que la critique de ça, c'est très difficile parce que c'est très difficile. Vous voyez. C'est souvent un crédit, quand le journaliste ou l'homme ou la femme politique dit ça, il y a un crédit un peu scientifique derrière. C'est une manière de se dire, c'est pas moi qui le pense, effectivement, mais c'est la science qui le dit, c'est les instituts de sondage qui le disent. Alors ça, c'est ce qui m'énerve profondément, parce que non, c'est les sondeurs, c'est pas la science, surtout pas, d'autant plus qu'ils violent les principes scientifiques les plus élémentaires. Je peux le prouver, mais je l'ai prouvé je ne sais combien de fois. Par exemple,
quand les sondeurs, vous savez, c'est un argument qu'ils ont utilisé devant, par exemple, les politiques, une commission d'enquête parlementaire, etc. On leur dit, il faut que vous donniez vos chiffres bruts pour qu'on voit et vos coefficients de redressement. Alors ils disent non, pas question, les grands chefs ne donnent pas leurs recettes de cuisine. Ce qui est faux. Il suffit de lire les revues gastronomiques pour voir qu'il y a des grands chefs qui donnent leurs recettes de cuisine. Mais on ne peut pas dire ça et puis prétendre faire de la science. Est-ce que vous imaginez la publication d'un article scientifique où on vous dit voilà la question, voilà mes résultats, je ne vous expliquerai pas ma démonstration? Vous croyez qu'il y a une revue scientifique qui va publier ça? Eh ben non. Quand vous avez par exemple un sondage qu'on lit quasiment quotidiennement ou qui cherche à faire donner une température sur le mouvement social, par exemple je pense à la SNCF, où on voit bien que les sondages montrent aujourd'hui ou montreraient que l'opinion se retourne contre les travailleurs, les cheminots. Qui commande ces sondages et comment sont faits ces sondages? Alors c'est excessif ce que vous dites là. Alors, on voit bien aujourd'hui les journalistes nous disent c'est assez fixe, c'est assez fixe, ça ne bouge pas comme en 95. Mais pour ne pas rentrer dans la polémique, je vais vous prendre 1995. Vous savez qu'au mouvement de décembre 1995, les sondages ont montré, disons, de plus en plus de gens, c'est-à-dire de sondés, c'était par téléphone à l'époque, qui approuvaient les cheminots, le mouvement de grève, qui approuvaient le mouvement de grève. Et ça a contribué, peut-être un peu, je ne sais pas dans quelle mesure, c'était aussi la longueur du mouvement de grève, les blocages, etc., au recul du gouvernement Juppé. Sauf qu'il fallait se demander qu'est-ce qu'il y avait dans ces gens qui demandaient que le gouvernement abandonne sa réforme, puisque c'était ça la question. Et bien, il y en avait de plus en plus, ils se sont devenus majoritaires. Et bien, il y avait ceux qui étaient pour le mouvement des cheminots, et il y avait ceux qui en avaient marre de la grève et qui voulaient qu'on arrête la grève. Ce n'est pas du tout les mêmes, sauf qu'ils étaient comptabilisés ensemble. Voyez, et ça a eu peut-être quelques effets, mais si vous voulez, il faut essayer d'interpréter correctement aussi les chiffres. Qu'est-ce que l'on sait, et est-ce que l'on sait d'ailleurs mesurer l'impact que peuvent avoir les sondages sur la stratégie électorale des partis politiques? On voit par exemple en ce moment là, les européennes arrivent, on voit bien qu'il y a des débuts de sondages qui sont commandés par Europe Écologie Les Verts pour savoir est-ce que ça a un impact vraiment sur la stratégie politique des partis. Est-ce qu'on a un instrument de mesure de ça? Alors, d'abord c'est confidentiel, on ne l'a pas. Vous savez, il y a deux types de partis ou de candidats. Il y a ceux qui disent qu'ils ne se servent jamais de sondages et ceux qui disent rien et qui s'en servent. Bon. Voire même, il y a ceux qui critiquent les sondages et qui les paient. Bon. Mais dans tous les cas, il faut savoir qu'ils se servent tous de sondages. Même ceux qui n'en paient aucun, confèrent les publications des dépenses de campagne pour le contrôle des financements. Il y a ligne, sondage, étude d'opinion, il y a 0 €. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se servent pas de sondages. Ils se servent des sondages qui sont à la presse. Voire des sondages que des sondeurs leur communiquent confidentiellement. Alors, donc, qui paie les sondages? Les commanditaires officiels, c'est-à-dire, c'est notamment les partis, mais c'est confidentiel, c'est pour eux, c'est pas pour le donner à l'adversaire. Sauf quand ils sont bons, et dans ces cas-là, on les donne à la presse? Et évidemment, c'est un instrument de manipulation, enfin d'intrigue politique. On donne les bons résultats et pas les mauvais, bien entendu, aux journalistes correspondants attachés. Soit c'est la presse qui en paye modiquement, parce qu'en fait la presse paye en publiant. Soit les sondeurs qui filent des questions gracieusement, qui cultivent leur bonne relation pour des contrats plus juteux sur d'autres choses, enfin bon, etc. Soit des sponsors aujourd'hui, puisque vous avez des entreprises qui aujourd'hui financent les sondages. Fiducial, des cabinets de conseil en communication, j'ai oublié le nom, qui payent les sondages. D'ailleurs, à mon avis, c'est un financement illicite de la politique. Mais les juges ne font rien. De toute façon, les juges ne font rien sur ces questions. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les instituts de sondage sont des instituts indépendants. Ils sont forcément sous une influence...
Ah ben, ou sous prise d'intérêt c'est un peu comme la presse, si vous voulez. Il n'y a pas une réponse univoque. On ne va pas dire la presse est aux ordres des propriétaires, ou bien la presse c'est le parti des journalistes, ou bien la presse. Est-ce que vous dites sur les intérêts privés qui sont liés aux instituts de sondage? Ils ont besoin de crédibilité aussi. Il faut bien. Et ils vont pas. Alors, ce qui me paraît le plus étonnant, c'est quand on a eu des instituts de sondage qui ont traficoté. Ça, je trouve, c'est pas leur intérêt. Et certains ont... Alors, dans l'histoire, si vous voulez, moi je connais des sondeurs, anciens sondeurs, etc. J'avais une amie un jour qui était dans un institut que je ne citerai pas, qui m'a dit alors, je vais partir parce que il faudra bientôt que tu m'amènes des oranges en prison. Pourquoi m'a raconté la circulation des valises avec du liquide, des choses comme ça. C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Mais il y a eu plusieurs perquisitions dans tous les instituts à peu près. Mais c'est une vieille histoire, on va s'en tenir là, de ce point de vue-là. Mais ce qui est étonnant, c'est des traficotages qui montrent qu'il y a des moments où des entreprises de sondage ont été effectivement dépendantes du commanditaire. Je vais vous en citer un exemple, puisque j'ai été mêlé à cette histoire, et que ça m'a valu un procès, c'est Opinionway et l'Élysée. Opinionway a accepté des pratiques qui étaient contre la déontologie des sondeurs. Ils se sont fait tirer dessus par leurs collègues, qui n'étaient peut-être pas si irréprochables que ça d'ailleurs, mais c'est parce que l'Élysée avait commandé des sondages, et être un prestataire de service de l'Élysée, c'était extraordinaire. Donc, si vous voulez, il fallait accepter de l'Élysée des choses parfaitement illégales, du genre, Le Figaro, qui publie des sondages, Opinionway, Le Figaro, d'autres, Le Figaro. Le Figaro n'a pas versé un centime, c'est l'Élysée qui a payé, par l'intermédiaire du Publifact ou Publi Opinion, les sondages. Si vous voulez vous imaginer les lecteurs du Figaro qui voient un sondage Opinionway, l'Élysée, la présidence de la République. C'est illégal, bien entendu, c'est illégal. Bon, le procès n'a pas eu lieu. Puis, alors, vous voyez, dans ces choses-là, on attend. Et comment vous interprétez justement ce regain d'intérêt? Je ne sais pas si c'est un regain d'intérêt, mais en tout cas, on le voit plus aujourd'hui. Par exemple, Najat Vallaud-Belkacem qui rejoint un institut de sondage. On a quand même eu Laurence Parisot qui a dirigé un institut de sondage. Dominique Régnier qui a été un acteur politique qui avait créé la fondation, la Fondapol, ou même le frère de Florian Philippot, proche du FN, qui était à Sofres. Comment vous interprétez ça? C'est l'imbrication des genres, c'est-à-dire, on voit bien que ce sont des univers qui se côtoient et où les passerelles sont très proches. Bon, en gros, qu'est-ce que c'est il y a des cas où ça pose pour moi des problèmes déontologiques. Hein. Moi, personnellement, je ne suis pas encarté, je pense que je suis un scientifique et donc je ne peux pas prendre ma carte à un parti. C'est un principe. D'autres ne font pas comme ça. D'autres acceptent le rôle d'auxiliaire de la politique. Vous parliez de Dominique Régnier, prof à Sciences Po, créé Fondapol, qui est quand même le think tank de l'UMP, enfin des Républicains maintenant, qui a été candidat au Conseil régional dans le sud de la France. Bon, c'est le grand confusionnisme. Hein, je ne vais pas dire le contraire. Hein, bon, et je le dis, je le critique, et je l'ai fait. Je connais le bonhomme. Parce qu'il porte tort aux universitaires. Oui. Alors il y a des cas, bon, pour le reste des sondeurs, ce sont des auxiliaires de la politique. Ils ont de l'avenir, les instituts de sondage, ou est-ce qu'au contraire, de plus en plus, vous pensez qu'on va avoir recours au sondage? Non, de plus en plus. Bon, j'espère, pour ma part, avoir contribué un tout petit peu au scepticisme. Mais honnêtement, je sais qu'après étant à la commission de sondage, vous savez, j'ai tenu au devoir de réserve, donc sur les sondages électoraux, puisque c'est ça l'objet, pas sur les autres, sinon je ne peux plus parler de politique. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire science politique sans parler de sondage. Voilà. Est-ce que vous avez le droit de répondre à cette question? Est-ce qu'il faudrait interdire les sondages, comme l'avait proposé Mélenchon d'ailleurs, à 60 jours d'une élection, interdire la publication des sondages? Est-ce que ça serait une manière de réguler, ou en tout cas de contrôler un peu le poids politique des sondages? Alors, je vais vous répondre par le passé. Je peux répondre sur mon action passée. J'ai été auditionné par la commission d'enquête du Sénat
Et j'avais proposé, les sénateurs ignoraient qu'on payait les sondeurs. C'est-à-dire, et je suis passé dans les derniers. C'est-à-dire que tous les sondeurs, il y avait 20 sondeurs sur 30 auditionnés, ils avaient oublié de le dire aux sénateurs qu'ils rémunéraient. Alors j'ai expliqué aux sénateurs qu'un jour, on leur expliquerait qu'ils n'étaient pas suffisamment bien élus, il n'y avait pas assez d'électeurs, et que les sondages, c'était autrement plus fiable, puisque c'était représentatif. Et j'ai dit, mais vous vous rendez compte, on revient au régime censitaire, c'est-à-dire on paye. C'est l'opinion payée qui va être supérieure à l'opinion. Donc j'avais dit, c'est contraire à toute la tradition républicaine. Enfin, et alors je me suis marré parce qu'ils étaient furieux. Ils étaient furieux. Et oui, c'est vrai. Et pourquoi je raconte? Ça peut paraître une sorte d'indiscrétion. Donc je raconte parce que dans leur projet de loi, ils ont mis interdiction des sondages rémunérés. C'est ce que j'aurais suggéré. Hein. Donc je vous le dis, je ne sais pas, il y a quelques années, j'ai dit, il faut interdire à la rémunération des sondages. C'est un poison mortel pour la démocratie. Je le pense toujours. Je ne vois pas pourquoi je ne le penserais pas, sinon j'aurais comme un sondeur, vous voyez, comme disait Racine, des femmes. Elles flottent, elles hésitent, en un mot, et les femmes. Ils se feraient massacrer aujourd'hui par les féministes. Mais vous voyez, l'opinion, c'est un peu ça. Elles flottent, elles hésitent. Bon. Oui, alors je peux vous dire que quand les sondeurs ont vu cette proposition de loi et l'interdiction de la rémunération, ils sont montés au créneau, ils sont allés à l'Élysée. Ils sont allés à l'Élysée, je le sais de très bonnes sources. Et l'Élysée a mis son veto. Voilà. J'ai une dernière question, Alain Garrigou, et c'est la députée Caroline Fiacre qui vous la pose. Ça n'a pas tout à fait à voir avec les sondages, encore que. Elle vous demande ce que vous pensez de la société Occurrence, que l'on dit indépendante, et à qui les médias ont confié le comptage, vous savez, des manifestants et de la participation des manifestations publiques. Alors, bon, ça c'est quelque chose qui devait arriver, puisqu'il y a toujours l'estimation des manifestants, l'estimation de la police. Et les médias, qu'est-ce qu'ils disent, les médias? Alors, si vous voulez, ils donnent les deux. C'est tellement énorme la différence que, bon, faut mieux rien dire. Mais vous y croyez à la question d'un outil scientifique qui donnerait un outil qui serait indépendant et qui donnerait objectivement un chiffre du nombre de participants à la manifestation? Pour savoir comment se passe une manifestation, non. Parce que c'est vrai que une manifestation, ça peut aller dans les deux sens. Attention, ça dépend quelle manif. Quand il y a la manif après Charlie, les boulevards sont bloqués, etc. Il y a des gens partout, etc. Bon, vraiment, c'est marée humaine, là, pour le coup, on peut le dire, parce qu'il y a des millions de gens. Bon, là, on le voit bien. Hein. Il y a des cas, si vous voulez, les petites manifs, c'est assez facile aujourd'hui, parce qu'effectivement, surtout si on met des drones. Alors, je ne connais pas leur technologie, hein, mais si vous voulez... Ils estiment même d'ailleurs qu'il y a une marge d'erreur entre 16 et 20%, je crois, dans le... Oui, bon, je crois, honnêtement, je crois que c'est un faux procès. Ça ne peut être qu'approximatif, mais disons entre 10 000 et 100 000, il y a un problème. Alors, généralement, effectivement, on sait que c'est pas 100 000, c'est pas 10 000, mais c'est plus près des 10 000. Il suffit d'y être pour le voir à peu près. Et puis, si vous voulez, moi, en jugeant après le paradigme utilitariste, je pense que cette société Occurrence n'a pas intérêt à se discréditer. C'est-à-dire qu'elle a intérêt à pas trop... voilà. Donc, c'est certainement un ordre de mesure, sans plus. Mais elle n'a pas de crédit, cette société Occurrence, encore. Elle a constitué son crédit. Donc, les gens qui l'ont créée doivent s'évertuer à montrer leur fiabilité, et ils ne peuvent pas tricher énormément. Les gens qui l'ont créée, qui étant eux-mêmes revendiqués proches d'Emmanuel Macron et ayant accompagné la campagne. Oui, mais si vous voulez, c'est comme n'importe quel organe de presse. Même si vous êtes situé, par exemple, si vous êtes, allez, on va prendre le Figaro à droite, les journalistes du Figaro ne peuvent pas non plus raconter n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un minimum d'exigence de fiabilité. Mais ça pendait depuis longtemps, forcément. Merci beaucoup Alain Garrigou. Pour ceux qui ne connaissent pas, je recommande votre blog qui est hébergé sur le site du Monde Diplomatique, Régime d'Opinion. Demain, Pablo Pillo-Vivien recevra Karl Gazi, secrétaire général de la CGT Commerce. Il a aussi co-signé un recours auprès du défenseur des droits suite à l'intervention des forces de l'ordre au lycée Arago. Vous avez une question pour lui?
Ah ben, sur ce recours, il semblerait que j'ai pas le même avis que Karl-Ghazi sur la violence policière, pour avoir une certaine expérience, c'est plus que cinquantenaire des manifestations, et être confronté à la police de Maurice Papon dans les rues. Je trouve la police d'aujourd'hui extrêmement douce. De toute façon, il y a des intérêts, pas de bavure. Mais je peux dire que la police de mai 68 et d'avant, 66-67, était violente, mais elle n'était rien du tout à côté de la police du 19e siècle. Donc je serais curieux de savoir ce qu'ils pensent de cette réduction objective et mesurable de la violence policière, parce qu'il y en a de moins en moins, effectivement. Bon, c'est pas grand-chose, on va dire. Nous avons des policiers extrêmement tendres. Pour avoir parcouru un peu le monde, aux États-Unis, les policiers sont beaucoup plus méchants. Pour avoir été dans certains pays du tiers-monde, je peux dire que la police indienne et son big stick, et donc je trouve... c'est toujours trop. On est bien d'accord, c'est toujours trop, il vaudrait mieux que nous parlions. Je lui transmettrai, merci beaucoup.